Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. On est plus dans les lendemains d'élections aux États-Unis. Les lendemains d'élections, tout est analysé, tous les votes sont comptés. Trump a gagné tous les États clés. On est vraiment dans le début de l'exercice du pouvoir. Je sais que ça peut paraître bizarre parce qu'officiellement, Donald Trump aura les pleins pouvoirs lors de son assermentation. Ce n'est que le 20 janvier prochain. Mais déjà, la mise en place de son administration est surveillée de près. Bonjour Stéphane. Salut Mario, excuse cette absence d'image ce matin, mais il semble que la technologie nous joue quelques tours. Bon. On te voit, c'est juste que le son, c'est un son téléphonique plutôt qu'être le son parfait. Bill Barr, qui est l'ancien ministre de la Justice, si on peut dire, il l'appelle pas comme ça aux États-Unis, mais l'ancien ministre de la Justice de Trump, qui s'est retourné contre Trump, le voyait comme un gars fini il y a quelques mois à peine. Et là, on commence à dire, écoutez, toutes les accusations contre Trump, tous les procès, faudrait tout laisser tomber ça. Oui, c'est peut-être le réalignement des planètes opportunistes en fonction de ce que l'axe du pouvoir s'est légèrement déplacé depuis mardi dernier. Pour moi, c'est une anecdote, mais qui explique peut-être aussi beaucoup ce qui se passe à Washington et particulièrement en coulisses. Bill Barr faisait partie de ceux qu'on appelait depuis quelques années les adultes dans la pièce, ceux qui accompagnaient M. Trump et faisait en sorte qu'il était bien corseté, qu'il ne faisait pas d'erreur et qu'il y avait toujours quelqu'un pour le prendre par la main. On a dit la même chose de Mike Pompeo, qui a été son directeur de la CIA et ensuite patron des affaires étrangères, secrétaire d'État. Et Bill Barr, donc procureur général, quelqu'un de conséquent dans l'équation, le ministre de la Justice, comme tu le disais, qui, depuis 4 ans, s'est recyclé dans un autre rôle, celui qui dit, justement, j'étais là pour éviter le pire, mais le pire est arrivé, et dans son cas, on peut le comprendre, ça se passe fin décembre, début janvier 2021, quand il constate qu'il n'écoutera pas ses conseils, et donc que le Trump est carrément déchaîné, il va remettre sa démission. Depuis 4 ans, c'est parti des critiques assez sérieux de M. Trump et jusqu'en août dernier, disait que les accusations, des allégations, mais aussi des accusations contre lui étaient tellement accablantes qu'il était, c'est l'expression qu'il employait, toasté. Or, apparemment, les choses ont changé. Il est un peu moins toasté et M. Barr, en fin de semaine, était plutôt d'avis que les électeurs, tant au collège électoral, mais aussi dans une majorité absolue, ont appuyé M. Trump après qu'ils eurent été tous informés de sa situation légale. Donc, que c'est comme une espèce de verdict populaire rendu par l'Amérique et que dans les circonstances, puisqu'il sera bientôt président, il faut se résigner à effacer les accusations tant au fédéral que dans les États, c'est-à-dire en Géorgie, où pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose parce que les procédures sont suspendues en attendant un appel, mais aussi à New York, parce que théoriquement, on en a parlé la semaine dernière, le 26 novembre, dans peu de temps, M. Trump devra faire face à son juge et savoir ce que sera la sentence qui lui est imposée, puisqu'il a été reconnu coupable le printemps dernier d'avoir orienter le cours des élections présidentielles en achetant le silence de Stormy Daniels. Donc, on en est là, je dis réalignement, parce qu'il y a des gens qui clairement veulent peut-être pas être dans les bonnes grâces du président, mais veulent éviter peut-être de rappeler en ce moment ce qu'ils ont dans un passé récent encore dit. Et ça annonce peut-être le programme. Ouais, mais il y a beau dire, mettons, Bill Barr, prenons-lui, mais il y en a d'autres aussi là, qui sont retournés contre Trump. Kelly, son ancien directeur de chef de cabinet. Oui. Ils sont sur une blacklist, à mon avis, là, inimaginable. Tu sais, Trump, là, des gens qui l'ont comme trahi, qui se sont retournés contre lui. Je veux dire, pour eux, là, à part que d'être des commentateurs de l'actualité un peu anti-Trump, ils pourront rien faire, là, ni dans l'administration, ni en marge de l'administration, ni pour des compagnies qui travaillent avec l'administration, à mon avis. Ils vont être des persona non grata dans le pays. S'il y a une chose qu'on sait de Trump, c'est qu'il va être vengeur avec eux, là.
Vengeur, écoute, on verra jusqu'à quel point, mais est-ce que tu choisirais de t'entourer si tu retournais au pouvoir de gens qui t'ont dénoncé comme étant potentiellement un fasciste, un prochain Hitler? Je pense que, évidemment, ils vont pas faire exprès pour rejouer dans ce film-là. Il y a une différence entre le Trump 1.0 puis le 2.0, le 3.0 qui va apparaître. Je ne sais pas quelle version que nous aurons. C'est qu'il est beaucoup plus au fait de la culture washingtonienne. Écoute, c'est de mémoire, comme je le dis souvent, je suis pas certain, mais quand il est arrivé à Washington en 2016, je pense qu'il avait dit n'avoir jamais couché dans la capitale américaine de sa vie. Y avoir passé quelques heures. Alors, tu me diras, tu peux avoir une connaissance de la politique sans habiter Washington, mais c'était clairement un apprenti, un apprentice. Il connaissait pas grand-chose. Ça faisait partie du deal. D'ailleurs, il disait, moi, je suis externe à ce marécage politique. C'est pour ça que vous devriez voter pour moi. Est-ce que ça l'a toujours bien servi? J'en sais strictement rien, mais c'est clair qu'une partie de son destin politique, il l'a donné à des conseillers qui connaissaient la machine, qui connaissaient les ficelles et qui n'étaient peut-être pas parfaitement alignés avec ce que voulait faire le candidat Trump. Aujourd'hui, il y a une organisation qui va se déployer très, très rapidement et ça m'amène à la semaine qui s'amorce, puis probablement aux semaines qui s'amorcent, Mario, parce que je suis désolé pour ceux qui nous écoutent, mais j'ai la sombre impression que Donald Trump va donner le « la » à l'actualité. Ça veut dire, oui, à l'actualité au cours des prochaines semaines jusqu'à ce qu'il soit confirmé le 20 janvier, puis probablement encore après quand il va se mettre à gouverner. Je pense que Donald Trump est non seulement prêt, mais il est entouré de gens qui veulent que ça se passe rapidement. C'est pour ça que mercredi, on devra choisir un nouveau leader de la majorité au Sénat, majorité qu'on sait aujourd'hui républicaine, et c'est une bonne majorité. On pensait que ça serait un retournement favorable aux républicains dans une marge de 51 républicains contre 49 démocrates. Or, ce qu'on sait, c'est que ça risque certainement d'être beaucoup plus, c'est 53-47. Et dans ce contexte-là, celui ou celle, mais ça va être un homme, qui va être le leader, qui remplace Mitch McConnell, va jouer un rôle déterminant. Et il y a une course, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. C'est un pouvoir immense, là, hein? Le leader du parti au pouvoir, qui a la Maison-Blanche en plus, au Sénat, c'est un pouvoir considérable. Tu as complètement raison. Le leader de la majorité au Sénat, comme à la Chambre des représentants, il faut voir que dans l'ordre de succession, le ou la patronne de la Chambre des représentants est en ligne derrière le vice-président. Donc, dans la mesure où le président et le vice-président meurent ensemble dans un accident, c'est le patron ou la patronne de la Chambre des représentants qui est dans la ligne de succession. Le leader du Sénat, parce que c'est la Chambre haute, parce qu'il emmène large, c'est un acteur essentiel de la vie politique. M. Trump voudra avoir avec lui un allié. Mitch McConnell, s'il était resté, n'en aurait pas été un. Il incarne le vieux parti républicain qui fait des petits sourires pour dire oui, on est avec Trump, mais qui, dans le fond, le déteste. Et là, justement, la question est de savoir s'il pourra. Rick Scott est son candidat, puis derrière lui, comme par hasard, il y a plein d'autres personnages de la galaxie Trump qui se sont mis à l'appuyer. Dont Elon Musk sur X, là, qui l'a appuyé, là. Bien évidemment, M. Musk est devenu le haut-parleur officiel. Je pense qu'avant même que M. Trump pense quelque chose, ça doit être que dans son Neuralink, M. Musk entend des chiffres, ce que l'autre est en train de mettre en place, puis oups, ça sort. C'est une espèce de X ou un tweet, je ne sais pas comment on doit les appeler, pour dire oui, c'est notre homme, c'est lui que ça nous prend au Sénat, pour une raison très simple. Et on rentre probablement dans la joute technique, mais à compte. C'est qu'on veut être capable de de mettre en place les acteurs essentiels très rapidement. Or, qu'est-ce que ça prend pour un paquet de rôles importants dans l'administration? Ça prend l'accord du Sénat. Les démocrates, même s'ils ne sont pas majoritaires, pourraient se traîner les pieds, créer des circonstances qui font que les nominations de M. Trump seraient ralenties, qu'il n'aurait pas son équipe en place. Une des solutions, c'est un pouvoir qui existe de nommer quand le Sénat quand les séances du Sénat sont suspendues. On dira en anglais in a recess. Donc, quand il n'y a pas de travaux officiels, puisqu'on ne peut pas demander aux sénateurs de se prononcer, il est possible exceptionnellement de nommer unilatéralement. Et là, le Sénat a 2 ans par la suite
pour confirmer ceux qui ont été nommés. Et qu'est-ce qu'a dit M. Trump il y a quelques jours? C'est celui qui va être à la tête du Sénat chez les Républicains devrait être favorable à cette idée qu'on fasse en sorte qu'on nomme un maximum de membres de l'administration dès qu'on va suspendre les travaux. Alors, il y a des moyens, il y a des contribue à une contre-mesures. mise en place rapide là, de l'appareil sous contrôle de Trump Exact. pour imposer des décisions rapides. Là. Imposer des candidatures, ces hommes et ces femmes qui vont, parce que pour plein de rôles essentiels, ça prend l'appui du Sénat. C'est vrai pour des ambassadeurs, c'est vrai pour ses principaux ministres, qu'on appelle aux États-Unis des secrétaires, et c'est aussi évident qu'on rentre dans une guerre de guérilla, probablement de bonne guerre parce que les républicains ont souvent fait ça. Rappelons-nous, c'était des républicains mais radicaux, quand le Tea Party s'est inventé, l'aile radicale du Parti républicain, c'était pour contrer Obamacare, cette idée de la santé publique que mettait de l'avant M. Obama, et c'était des techniques de guérilla au Congrès pour ralentir, pour faire dérailler, et les démocrates en ce moment, conscients de la défaite, passent à la deuxième vitesse, qui n'est pas celle où tu as le contrôle des manettes, mais tu peux nuire, tu peux créer de l'obstruction, et c'est ce qui se dessine à l'horizon, c'est ce que disent que les démocrates vont faire, ou c'est ce que les démocrates disent qu'ils vont faire. La Californie, par exemple, pourrait devenir, parce que les États ont du pouvoir, parce que les États peuvent agir. Je donne souvent le même exemple. L'industrie automobile, quand vient le temps d'établir des standards, c'est pas Washington puis l'EPA qui regarde ou qui écoute, l'Environmental Protection Agency, c'est ce que veut la Californie parce que c'est le plus grand marché automobile aux États-Unis et c'est eux qui imposent les normes. Donc, parce que la Californie se dirige à vitesse grand V vers l'électrification de l'automobile, ben c'est pas mal ça qui fait pression sur les constructeurs automobiles, sachant qu'en Californie, après 2030 ou 35, j'oublie, on ne pourra plus vendre de moteurs à essence, des autos avec moteur à essence. C'est une accélération, parce que c'est réaliste, j'en sais rien, mais en tout cas, qui est prise en compte à Détroit. C'est donc dire que en Californie, parce qu'ils sont démocrates et ils seront les leaders de la résistance, tu as plein d'actions que tu peux déployer pour contrer M. Trump, mais ça peut se passer aussi au Congrès, même s'il ne contrôle pas la Chambre ou le Sénat. Et qu'est-ce que veut Trump? Ben, c'est un allié à la tête du Parti républicain et au Sénat pour être avec lui sur les batailles, mais surtout idéologiquement. Parce que les deux autres candidats qui sont mis de l'avant, c'est des vieux loups de mer très proches de M. McConnell, qui sont dans le fond l'incarnation du vieux Parti républicain. Et c'est ça la clé, puis la variable, le point d'interrogation. Est-ce que malgré sa majorité au Sénat et vraisemblablement à la Chambre, Donald Trump aura les coups des franges, comme on le dit. Le contrôle lui a complet gagné, lui-même mais des chambres. C'est ce qui va être à surveiller. Lui a gagné sur toute la ligne. D'ailleurs, on a fini de compter les votes en fin de semaine, là, enfin confirmant qu'il a gagné les 7 États clés. Stéphane, merci. À demain. Alors, en espérant que ça fonctionne technologiquement mieux demain, mais l'essentiel, c'est qu'on se parle, Mario, puis on se parle. Au revoir.